On le dit bien souvent, l'eau est source de vie, donc vitale pour notre bien-être, mais pas que pour la consommation. On en a besoin pour produire de l'électricité, pour irriguer nos plantations et bien d'autres. Donc avant d'être un problème technique, la question de l'eau est une question sociale, politique, économique et même environnementale. Et c'est aussi en Afrique un enjeu vital dont on peine pourtant à en apprécier l'ampleur. Au Maroc, en Égypte, en Tunisie, en Afrique du Sud et même partout en Afrique d'ailleurs, les populations sont confrontées aux problème d'accès à l'eau. Coupure soudaine durant plusieurs jours consécutifs, eau courante imbuvable, déficit cruel d'irrigation agricole, tarissement des sources d'eau. L'eau, un secteur vital, une problématique cruciale pour l'Afrique. Aujourd'hui, pour en parler sur ce plateau, nous recevons M. Kwame Kwadjo Alain Serge. Vous êtes consultant en développement. Merci d'être avec nous. Merci, M. Soumaoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. En réalité, je vous suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant les téléspectateurs nationaux et internationaux. Alors, c'est nous qui vous remercions. Nous sommes aussi avec Dr Kone Mamadou. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Merci de l'opportunité. Alors, messieurs, on parle beaucoup de la crise de l'eau, plus particulièrement dans le cas en Afrique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette crise de l'eau ? Pourquoi l'accès à l'eau est si difficile pour nos populations? Merci, M. Soumaoro. Avant de rebondir sur cette question, permettez-moi d'abord de faire un contexte en ce qui concerne la problématique de l'accès à l'eau potable au niveau mondial. Du point de vue de la géomorphologie mondiale, 71% du territoire mondial est essentiellement constitué d'eau. Mais sur ces 71%, il n'y a que 2,5% d'eau qui sont consommables, qui sont potables. Ce sont les eaux douces. Et selon les rapports de l'ONU en 2019, 2,2 milliards de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable. C'est environ 1 habitant sur 3. Et en Afrique, c'est 1 habitant sur 4. Et la question de l'accès à l'eau potable est une problématique qui est très cruciale. Parce que l'eau est un intrant déterminant dans la suivi des activités économiques. Il est difficile de planifier un développement. Il est difficile d'aller au développement si on n'a pas de l'accès. On n'a pas un accès à de l'eau potable. Et quels sont les différents facteurs? Les différents facteurs qui sont à la base des difficultés en matière d'accessibilité à l'eau potable. Il y a les questions politiques. Vous savez, l'Afrique est un continent qui est en proie à des difficultés sociopolitiques. Et lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a un climat sociopolitique délétère, il est difficile de pouvoir planifier des projets de développement, des projets d'aménagement des différents territoires. À cela aussi, il y a la question de la crise climatique. Vous savez, la crise climatique aujourd'hui est une problématique qu'il faut suivre de plus près. Et cette crise climatique-là se manifeste par des événements extrêmes ou événements exceptionnels tels que les inondations, les sécheresses et les tempêtes. Et ces types d'événements-là ont des conséquences très néfastes sur la qualité, sur la quantité et même sur la potabilité de l'eau qu'on doit servir à nos populations. À cela aussi, il y a les politiques en matière de gestion de l'eau. Et généralement, les pays d'Afrique subsaharienne ont axé leur politique sur, je veux dire, c'est des secteurs qui sont monopolisés par des grands groupes internationaux. Et lorsque ces secteurs sont monopolisés de la sorte, il est difficile de pouvoir vendre de l'eau à un coût, je veux dire, acceptable, surtout pour les populations qui sont défavorisées. Mais figurez-vous que si nous sommes dans un environnement, dans un cadre où il y a la concurrence d'un tel secteur, c'est clair que le coût du mètre cube va baisser et les populations qui sont défavorisées, qui sont diminuées, pourront avoir accès à de l'eau potable. Figurez-vous que la Chine même, qui est un grand pays en matière de gestion des ressources, a des difficultés à s'approvisionner en eau potable à cause de sa population nombreuse. Et pour pallier à ces difficultés, la Chine a eu recours à des grands groupes internationaux tels que Veolia Eau, tels que Suez. Ce sont des groupes français qui sont en Chine présentement dans la mesure d'investir dans ce secteur afin que la population chinoise soit satisfaite. Mais quand on regarde justement, on sort un peu du cas de l'Afrique, vous avez pris le cas de la Chine tout à l'heure, quand on regarde un peu les statistiques et les derniers chiffres, on se rend compte que la Chine a quand même puisé énormément au niveau de ses ressources en eau pour surtout l'agriculture, pour l'irrigation. Et aujourd'hui, la Chine va un peu vers un stress hydrique, comme on le dit. Est-ce que la question ne se pose pas au niveau de la maîtrise de l'eau ? Absolument. La maîtrise de l'eau, je l'ai dit tantôt, la maîtrise de l'eau, c'est ce qui permet au pays aujourd'hui de mieux produire. Comme vous voyez aujourd'hui, les importations en riz que nous faisons, du Vietnam, de la Chine, c'est parce qu'ils ont une maîtrise de l'eau. Sans maîtrise de l'eau, aujourd'hui, vous voyez que la production agricole même va être difficile. Les populations en Côte d'Ivoire, le pays que je connais le mieux, les populations en Côte d'Ivoire, vous voyez que à moitié la population est rurale.
et elle ne vit que des activités liées à l'agriculture. Effectivement. Voilà. Et ces populations-là, cette activité dépend de la pluviométrie. Et le jour où il pleut, les gens sont contents, ils arrivent à produire. Mais quand il y a un léger stress, alors c'est compliqué. Donc, ça pose vraiment le problème de la maîtrise de l'eau. Et si nous voulons vraiment sortir de tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui, comme insécurité alimentaire et autres, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui peuvent influencer cet élément. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments, mais je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la maîtrise de l'eau. C'est ce qui va permettre à nos pays d'être autosuffisants en matière d'agriculture et puis sur d'autres chantiers. Mais quand on parle de maîtrise de l'eau, ici, je veux dire, on a vu dans tout ce que vous venez de dire un peu les grands facteurs de cette crise de l'eau, mais quelles sont les priorités sur lesquelles le gouvernement ou les institutions doivent agir? Les priorités, je dirais, ils sont un peu nombreux parce que l'eau est source de vie. De la qualité de l'eau dépend la santé des populations. Et donc, si vous voulez avoir une population en bonne santé, vous devez garantir un bon accès à cette population-là en matière d'eau. Et au niveau de l'agriculture, c'est aussi une priorité. Parce qu'il n'y a pas de regroupement humain là où il n'y a pas à manger. Et donc, si on veut un État stable, si on veut un État vraiment qui prospère, il faut garantir l'accès à l'eau aux populations, aux ménages. Et puis, il faut vraiment arriver à la maîtrise de l'eau qui va permettre... Permettez-moi de rebondir sur cet aspect. Il faut dire que l'eau est un droit inaliénable, est un droit fondamental qui est reconnu par la Charte des Nations Unies. L'eau fait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Et aujourd'hui, la question de l'eau est très cruciale. Investir dans le secteur de l'eau, c'est une priorité. Moi, je pense que ce n'est pas à négocier, c'est une priorité parce que sans eau, il n'y a pas d'activité. Quand vous prenez tous les 3 secteurs d'activité économique dans lesquels nos pays prospèrent, tels que l'agriculture, le secondaire, le commerce, tout se fait à base d'eau. On ne peut pas parler d'agriculture sans eau, on ne peut pas parler d'industrie sans eau, même pour le commerce international. Regardez un peu les pays qui ont des débouchés maritimes. Vous essayez de comparer leur économie aux pays qui sont enclavés, vous voyez qu'il y a une très grande différence. Lorsque vous avez accès à la mer, vous pouvez aménager des ports, vous pouvez participer aux échanges commerciaux. Figurez-vous que plus de 90% des échanges commerciaux au niveau mondial se font par voie maritime. Donc aujourd'hui, l'eau est devenue essentielle dans la suivi des activités économiques. Et c'est pour cela que pour la question de la maîtrise de l'eau, certains grands pays tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont commencé à dessaler l'eau des mers. Justement, c'était là ma question. Quand vous avez parlé tout à l'heure, on le voit aisément, on sait que le globe, la Terre, est quand même à 70% recouverte d'eau. Et on a cette source puissante qui est là, les eaux marines. Alors, on parle de stress hydrique alors qu'on a toute cette capacité-là et on voit les pays arabes, on voit les États-Unis qui ont lancé un projet dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers des programmes de dessalement de ces eaux marines? Oui, c'est une solution pour permettre aux populations d'avoir accès à de l'eau. Mais je veux dire que quand vous regardez cette solution, c'est vraiment une solution à fort potentiel parce que quand vous regardez aujourd'hui le globe, il y a 40% de la population qui vit autour des côtes. Je veux dire, à moins de 100 km, il y a 40% de la population mondiale qui vit autour des côtes. S'il y a ce dessalement et que l'eau est devenue une source qu'on peut utiliser, alors vous allez voir que ça va régler le problème de 40% de la population mondiale. Et elle-même, elle peut aller jusqu'à être utilisée au niveau de l'agriculture. Mais au-delà de ça, je voulais indiquer que c'est vrai, c'est une solution, mais je pense que pour nos pays ici qui n'avons pas encore la technologie et puis les moyens nécessaires de mettre en place un tel projet, je pense que nous avons un fort potentiel qui n'est pas encore exploité et sur lequel on peut mettre l'accent qui va permettre à nos populations vraiment d'avoir une eau à proximité et puis une eau sûre. Et il faut vraiment pas être pessimiste. C'est un potentiel qu'on peut exploiter et c'est vrai qu'on ne peut pas l'exploiter et puis se dire qu'elle est intarissable. Il faut tout de même la gérer avec raison pour ne pas empiéter sur les besoins des générations qui viendront après nous. Je vais rebondir, je vais renchérir, je vais appuyer pour dire que la question du dessalement est une solution, je veux dire, concrète pour les pays qui souffrent d'un stress hydrique tel que le pays du Maghreb, les Émirats Arabes Unis. Mais c'est une solution substantielle pour les pays en voie de développement qui ont
qui ont quelques ressources en eau. Mais dans ces pays en voie de développement, il y a plusieurs problématiques qui se posent avec la question de l'orpaillage clandestin. Ce sont des phénomènes qui détruisent la nappe phréatique, qui salissent l'eau, qui rendent l'eau, je veux dire, inconsommable. Et à cela aussi, il y a d'autres difficultés. Vous voyez, au niveau de la zone d'Abidjan, pratiquement toute la zone sud était approvisionnée à partir du continental terminal, la nappe phréatique. Mais cette nappe phréatique est épuisée depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on assiste à une intrusion de l'eau saline au niveau des eaux souterraines d'Abidjan, ce qui explique le fait que c'est depuis Bonois que les forages sont effectués. Donc vous voyez que les ressources en eau, principalement en Côte d'Ivoire, dans la partie sud, sont en train de s'amenuiser. Donc il va falloir que nos États trouvent d'autres solutions palliatives afin de pouvoir juguler ce problème. Mais la question du dessalement est une solution parmi tant d'autres. Mais c'est une solution qui est coûteuse pour un État comme la Côte d'Ivoire. C'est aussi une solution qui, en termes de production d'eau, vous voyez, l'eau qui est dessalée contient assez de courant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cette affaire? C'est de certainement utiliser l'eau de mer pour produire de l'électricité. Mais là encore, c'est d'autres problématiques qu'il faut résoudre parce que ça nécessite encore la technologie, les financements. Et puis, bon, n'oublions pas que le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire est géré par un grand groupe international. Il y a aussi des enjeux géopolitiques sur la question. Mais en ce qui concerne les grands groupes les grands pays tels que les États-Unis, les Émirats arabes unis, ils n'ont pas le choix puisque c'est la seule solution qui s'offre à eux. Et je veux dire que c'est la seule source d'eau, c'est la seule source d'approvisionnement en eau potable qui est garantie, d'autant plus que ça va permettre de booster, ça va permettre de dynamiser, ça va permettre d'accroître les capacités d'approvisionnement en eau potable de leur population. Alors, on s'est beaucoup plus penché sur le volet l'accès aux populations, mais on sait que l'eau est aussi indispensable à nos industries. Et selon un rapport des Nations Unies qui est paru il y a déjà de cela 2 ans, on nous dit que la consommation en eau de nos usines, de nos industries vont exploser à 400% d'ici 2030. Est-ce qu'on se prépare à cette transition, à ce phénomène? Oui, effectivement, je l'ai dit tantôt, il ne faut pas désespérer. Nous avons un potentiel qui, ma part, je pense qu'il n'est pas encore exploité à fond. Et le problème que vous posez, ça entraîne en arrière-plan le volet démographique. Justement. Ça entraîne en arrière-plan le volet démographique. Et là, quand vous voyez au niveau des eaux de mer, au niveau de l'industrie, ce sont pour des petites unités comme les industries, ce sont un potentiel qu'on pourrait exploiter pour régler les problèmes, surtout que pour beaucoup d'industries, elles sont installées sur les côtes. Vous prenez la plupart des pays, les moteurs économiques du point de vue industriel, ces industries sont situées sur la côte. Et donc, pour avoir accès à l'eau de mer, ça ne sera pas vraiment compliqué. Mais pour ce qui est de la consommation des ménages, je pense que il faut vraiment exploiter les eaux de surface et puis les nappes phréatiques. Alors, mais il abordait un point qui me paraît quand même intéressant, c'était la question de l'orpaillage. Vous avez vu au niveau du fleuve Lamé, il n'y a pas longtemps, les populations se plaignaient de la pollution. Et puis tout dernièrement, il y a une chaîne nationale qui en a fait un magazine et c'était autour du lac Kossou. Les gens, ils exploitent le minerai et c'est au lac Kossou qu'ils vont pour laver le minerai. Et ça entraîne une turbidité de l'eau. Ça polluait l'eau. Et aujourd'hui, toutes les populations qui vivaient des ressources halieutiques n'arrivent plus à avoir ce qu'elles allaient chercher dans cette eau. Et ça a été comme un effet boomerang qui a déstructuré l'économie de la zone. Alors justement, parlons aussi de cet effet de... Permettez-moi d'intervenir sur l'aspect démographique. Démographique, bien sûr. Vous avez parlé d'une explosion en matière de consommation de niveau industriel. Mais vous savez, cela est lié à la démographie. Et quand une industrie veut s'implanter, elle tient forcément compte du marché de consommation. Or, le marché de consommation, c'est relatif à l'évolution de la population. Et pour pouvoir intervenir sur cette question, je vais m'appuyer sur une citation de Thomas Malthus Roberts, un éminent démographe géographe qui estimait qu'il faut limiter la croissance démographique car la population croît à un rythme exponentiel alors que les ressources ne vont pas en adéquation. Ici, Malthus Roberts fait ressortir le fait qu'il y a une désynchronisation
entre la croissance vertigineuse de la population et les ressources. Et je pense que si on doit tenir compte des conflits, de la crise climatique, des insuffisances des investissements dans ce secteur, à cela s'ajoute l'explosion démographique, l'Afrique aura des difficultés à approvisionner sa population en eau potable dans les décennies à venir. Si on doit tenir compte du taux de croissance de la population qui ne fait qu'évoluer de façon vertigineuse. C'est ce que je voulais ajouter sur la question. Alors, quand on parlait tout à l'heure, quand il parlait de ces fleuves, de ce fleuve qui est pollué par les orpailleurs et autres, alors j'aimerais demander, on voit de plus en plus ces start-up ou ces initiatives qui ont tendance à traiter ces eaux polluées et à les remettre dans des circuits de distribution, généralement pour l'irrigation des sols et autres. Est-ce là une opportunité ou une solution aussi pour l'agriculture en Afrique? Oui. Réutiliser ces eaux usées. Oui, c'est l'une des solutions. Mais combien sont ceux qui utilisent ces eaux? Nous avons une population essentiellement rurale qui vit en campagne. Ces eaux polluées, où on les trouve? C'est dans les usines, c'est autour des structures bien constituées comme les structures d'exploitation minière. C'est là qu'on peut trouver ce genre d'eau. Alors, vous me ramenez encore à cette fameuse question. Lors des élections présidentielles récentes au Burkina Faso, on a vu l'un des candidats à l'élection présidentielle qui avait mis dans son programme de campagne faire venir un tunnel, en tout cas tirer de l'eau de la mer depuis Abidjan jusqu'à Bobo Dioulasso et traiter ces eaux-là pour irriguer, pour permettre une irrigation des sols. Est-ce que cela est concrètement possible? Oui, c'était juste il a le mérite déjà de mettre l'idée, parce que la pensée, le fait déjà de penser à cela, il a le mérite, c'est bien. Mais sa viabilité, est-ce que c'est une solution qui peut être aujourd'hui mise en œuvre, je ne vais pas citer le pays, à leur niveau? Même les grands pays ont du mal à drainer l'eau de cette façon. Mais je pense que nos eaux de surface sont un potentiel qu'on peut exploiter. Et le fait de drainer l'eau de mer pour en faire une source d'irrigation pour l'agriculture, je pense que c'est une solution qui pour le moment n'est pas à notre portée. Une solution extrême pour le moment. C'est pas encore à notre Mais quand on voit aussi l'évolution, l'utilisation de ces intrants, de la pollution et autres, qui quand même affectent nos réserves en eau potable qu'on pourrait utiliser plus tard, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas le moment de penser comment pallier à ces histoires? Et effectivement, vous voyez, aucun développement ne peut se faire sans prospective, sans planification. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les États africains n'arrivent pas à évoluer. Parce que nous ne pensons pas le futur. Même quand on fait un projet d'aménagement hydraulique, c'est fonction d'un volume de population donné. Mais dans 10 ans, dans 5 ans, la population augmente. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque la population augmente? Il va falloir encore faire des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, revoir les canalisations, revoir le dimensionnement parce que la population a cru. C'est l'une des difficultés. Et je pense que nos États devraient s'inscrire dans une logique de développement durable. Qui parle de développement durable parle de prospective territoriale, parle de prospective dans tous les investissements stratégiques. Et prendre en compte la question de la pollution des eaux est une problématique qui est très importante, qu'il faut suivre de plus près. Et pour répondre à cette question, pour renchérir, je veux plus m'appesantir sur la question de l'orpaillage clandestin. Et je pense que c'est un phénomène que nos États, généralement dans nos États, ont un peu négligé, si je peux m'exprimer en ces termes. Parce que quand on regarde le sens d'écoulement des eaux, depuis les sources jusqu'aux embouchures, on se rend compte que c'est une pente. Non, lorsque les phénomènes sont effectués depuis l'amont et l'eau qui devient turbide coule jusqu'en aval, mais c'est drainé par le truchement d'un bassin versant. Alors que ces environnements-là sont des zones qui sont exploitées pour les différentes activités agro-pastorales, pour les différentes activités agricoles. Cette eau même est consommée et ça pose le problème de la sécurité alimentaire en matière de ressources en eau. Ça pose aussi le problème même de la santé des populations qui vivent dans ces environnements-là. Donc c'est autant de difficultés qu'il faut résoudre pour nos États. Parce que ce sont des droits. L'accès à l'eau potable est un droit inaliénable. C'est un droit qui est reconnu par la communauté internationale. Ça fait partie des objectifs du développement pour le millénaire. Et je pense que ne pas s'inscrire ou bien aller à l'encontre d'une telle politique, ce serait mépriser le droit des populations. Alors vous avez parlé de sécurité alimentaire, je reviens, il y a un fait qui met encore grand comme ça dans l'esprit. On se rappelle en 2010, une crise de l'eau, une sécheresse en Russie
qui affectent la production de blé et la production, les exportations de blé chutent et on se retrouve avec des problèmes partout dans le monde. Au niveau, on a vu même le prix de la baguette de pain, le prix du pain doublé. On a vu ce qui a entraîné le printemps arabe. Donc une crise de l'eau en Russie a ses répercussions un peu partout dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ces populations, ces zones où il y a de l'eau, comme vous le dites, ce n'est pas encore un problème pour les pays d'Afrique subsaharienne en griffe, d'Afrique subsaharienne, c'est ça en griffe. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre conscience et de planifier l'utilisation de cette eau pour les générations à venir que de laisser couler comme ça et attendre? Non, absolument, il faut déjà prendre des mesures parce que la ressource n'est pas, elle peut disparaître un jour. Justement. Et si nous ne prenons pas de mesures, nous allons compromettre l'avenir des générations qui viendront après nous. Et cela va compromettre l'avenir de l'humanité. Et on voit un peu dans pratiquement chaque pays, il y a un ministère qui est dédié à la question de l'eau. Oui, mais généralement, les ministères qui sont dédiés à l'eau dans nos pays, l'accent est mis sur l'accès à l'eau des ménages. Mais la maîtrise de l'eau, c'est vraiment pas, à mon sens, je ne vois pas trop d'initiatives dans ce sens-là. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle proposition de solution pour vraiment... La solution, il faut une volonté politique dans ce sens. Il faut une volonté politique dans ce sens. Nous avons assez de bas-fonds. Nous avons assez de bas-fonds. Et pour les mettre en œuvre, il faut une volonté politique. Il faut, pour que les populations aient l'eau à profusion pour pouvoir produire tout le long de l'année, ça nécessite une maîtrise de l'eau. Et cette maîtrise-là nécessite de gros moyens. Et ces gros moyens-là, c'est l'État qui peut vraiment... C'est vrai qu'il y a des initiatives privées qui peuvent le faire, mais l'État vraiment demeure encore à ce niveau le principal pourvoyeur. Donc faire de l'eau une priorité pour nos États. Voilà. Alors, ça, dans la logique, dans la suite de sa réponse, je reviens vers vous. Est-ce que les puits que nos paysans, nos populations ont aussi là, ne peuvent pas venir contribuer à cela? Ou bien il y a un problème de qualité de l'eau? Bon, ces puits-là peuvent venir contribuer, mais ce sont des solutions rudimentaires. Est-ce qu'avec des puits, vous pouvez avoir un rendement de masse? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que notre agriculture n'est pas modernisée, notre agriculture n'est pas mécanisée. Et c'est ce qui impacte les rendements, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à être autosuffisants en matière de production alimentaire. Et regardez un peu l'exemple de la Chine. La Chine est un pays qui fait pratiquement près de 2 milliards d'habitants, mais la Chine arrive à s'autosuffire. La Chine arrive à approvisionner le reste du monde en matière de produits alimentaires. Et c'est ce qui explique le fait que la Chine a des déficits en eau potable actuellement, puisque la Chine a une agriculture qui est dévoreuse, qui a un fort impact hydrique. Et la Chine aujourd'hui est en train de se repositionner en matière de nouvelles prospections pour pouvoir relancer ces différents secteurs. Parce que n'oubliez pas que la Chine doit s'approvisionner en eau potable en matière de consommation. La Chine doit gérer ses industries qui utilisent l'eau. La Chine doit gérer son secteur agricole qui utilise l'eau, son secteur agro-pastoral. Et quand on connaît ce volume de population, si les pays d'Afrique ne veulent pas s'inscrire dans la dynamique de la Chine, il sera très difficile parce qu'on ne peut pas prétendre aller au développement avec des puits. C'est des solutions rudimentaires. C'est les solutions rudimentaires. Alors, quand on regarde tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, en griffe, est prête à affronter cette bataille de l'eau? Ou bien l'Afrique est encore l'eau, les dirigeants africains ne se sont même pas encore préparés à enclencher la bataille de cette crise? Bon, on ne peut pas rejeter du revers la main que les pays africains ne s'y intéressent pas. C'est vrai que même si les pays africains s'intéressent, c'est vrai que le niveau d'intéressement n'est pas encore, on ne pourrait pas le qualifier aussi important comme d'autres pays le font déjà. Mais déjà, il y a progressivement une prise de conscience. Le fait déjà de dédier des ministères à la gestion de l'eau, déjà c'est une prise de conscience. Mais il faut aller au-delà de l'aspect institutionnel et puis poser des actions concrètes sur le terrain. Merci, Dr Kone Mamadou. Si vous aviez un mot de fin, M. Kwame. Bon, moi, mon mot de fin concerne les solutions palliatives, de sorte à ce que la question de l'eau soit réglée. Vous savez, l'Afrique, principalement les pays d'Afrique subsaharienne, sont des pays dont les secteurs stratégiques sont monopolisés par les grands groupes internationaux. Aujourd'hui, on parle de marché monopolistique ou oligopolistique. Vous voyez, lorsque vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de concurrence, principalement dans le domaine de l'eau, c'est clair qu'une grande partie de la population va se sentir lésée, principalement les couches défavorisées. Mais si c'est un secteur dans lequel il y a la concurrence, évidemment,
le prix du mètre cube va baisser et ça aura des répercussions positives au niveau des ménages. À cette question aussi s'ajoute le problème de la planification. Quand on parle de planification, on parle de gestion durable des ressources en eau. Nos États n'ont pas encore intégré ça. Et parler de la gestion durable des ressources en eau, ça va engendrer ce qu'on appelle une communication. Ça va engendrer une sensibilisation. Or, on sait que la sensibilisation et la communication engendrent d'énormes coûts. Il y a aussi ces questions qu'il faut régler. Il y a aussi la question de la crise climatique qui ne dépend pas de nous. Mais quand on sait que la crise climatique a un impact très sévère sur la disponibilité des ressources en eau, il va falloir opter aussi pour la prospective. Ça rejoint le deuxième point, principalement le dessalement de l'eau de mer qu'on peut utiliser généralement pour les activités domestiques, les activités industrielles. Il y a aussi la question de la bonne gouvernance. Vous savez, plusieurs projets rattachés aux investissements dans l'eau ne sont pas gérés comme il se doit. Vous savez, nos États africains sont caractérisés par une gestion opaque et une certaine omerta sur certaines ressources. Et ce qui fait que certains secteurs stratégiques sont plombés. Et ce sont autant de raisons, autant de problèmes factuels qu'il faut chercher à régler pour que l'Afrique puisse prendre part au développement. Mais également aussi, il y a aussi le contrôle de la population. Lorsque votre population croît et qu'il y a une désynchronisation entre les ressources et la population qui croît de façon vertigineuse, il va sans dire que les questions en eau seront des difficultés pour le futur. Des difficultés pour le futur et comme l'atteste le dernier rapport des Nations Unies, en 2050, on aura près de 9,5 milliards d'habitants sur la planète Terre et environ 55% de besoins en eau. Donc, le stress sera encore plus important. Merci en tout cas, M. Kwame Kwadwo Serge, vous êtes consultant en développement. Merci de nous avoir assistés. Dr Koné Mamadou, merci pour votre contribution et vos éclairages. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de votre magazine Éco-Débat. Agréable suite au programme sur nos antennes.